Téléspectateurs de 22 TV, bonjour. Nous nous retrouvons sur ce plateau pour recevoir pour ce 4e numéro M. Charles Onana, un confrère journaliste, mais surtout journaliste d'investigation, écrivain, auteur de nombreux ouvrages sur l'Afrique, dont 2 sur la crise ivoirienne, intitulé le premier, Côte d'Ivoire, le coup d'État, et le tout dernier publié récemment, France-Côte d'Ivoire, la rupture. Bonjour M. Charles Onana et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Charles Onana, panafricaniste, défenseur des peuples du continent africain et des causes justes, ou alors, tout simplement activiste futé qui utilise sa belle plume, ses relations, pour tromper tout son monde et manger tranquillement à la table des politiques et des décideurs. Non, je ne mange jamais à la table des politiques et des décideurs. Je crois que si je le faisais, ce serait très largement connu et je crois que je ne m'occuperais pas de ce genre de dossier. Quand on mange à la table des décideurs, on se tait, on mange. Quand on mange, on a généralement l'habitude de dire en Afrique que la bouche qui mange ne parle pas. Donc quand vous mangez, vous ne parlez pas. Donc comme je ne mange pas, c'est pour ça que je parle. Merci. Alors après votre premier livre, Côte d'Ivoire, le coup d'État, vous récidivez sur la crise ivoirienne en sortant un autre ouvrage intitulé cette fois-ci France-Côte d'Ivoire, la rupture. Qu'est-ce que vous nous apprenez de plus dans ce nouveau ouvrage? Écoutez, dans ce nouvel ouvrage, je suis parti d'une idée très simple qui n'avait pas été une réflexion achevée lors de la première publication, parce que la première publication portait, c'était une situation à chaud sur la crise ivoirienne. Il fallait expliquer immédiatement ce qui était en train de se passer. Parce que ce qu'on voulait faire croire, non seulement aux Ivoiriens, mais à tous les Africains et aux Français, c'était que ce qui se passait en Côte d'Ivoire en 2011 était tout simplement le refus du président Gbagbo de respecter les résultats des élections. Or, ce n'était pas ça, il s'agissait bel et bien d'un coup d'État, et je pense que plusieurs années après, personne n'a contredit, document à l'appui, qu'il s'agissait bel et bien d'un coup d'État. Et le problème, c'est que je me suis dit, d'accord, il y a eu coup d'État, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé là? La Côte d'Ivoire a été, le président Gbagbo a accédé au pouvoir en 2000 de façon démocratique. Qu'est-ce qui peut justifier que 10 ans après, la France intervienne de façon militaire et de façon aussi brutale dans un pays qui était traditionnellement la vitrine de la France? Moi, j'ai voulu comprendre pourquoi cette vitrine de la France a été brisée. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce nouvel ouvrage. Donc, le but était d'expliquer pourquoi on est arrivé à la rupture, non pas de 2011, mais de 2004. Parce que c'est en 2004 qu'effectivement, la relation entre la France et la Côte d'Ivoire a explosé avec le bombardement de Bouaké et bien entendu les manifestations de l'Hôtel Ivoire. Et lorsque j'ai commencé cette enquête, le président Gbagbo aussi m'a encouragé, parce qu'il faut le dire, il a lu le premier livre, et je pense qu'il était soucieux que les Ivoiriens sachent aussi la vérité sur ce qui s'est passé en 2004. Et il avait encore des choses à dire. Donc j'ai pensé effectivement que, il fallait que je fasse mon travail d'enquête, que je cherche à travers les différents acteurs ivoiriens de l'époque qui ont connu les événements, mais il fallait que je regarde aussi du côté français, en interrogeant aussi un certain nombre d'officiers français qui ont connu les événements en 2004, mais surtout en analysant aussi la démarche qui était celle des politiques et celle de la rébellion. Parce que ce n'est pas un scoop que de dire aujourd'hui que tous les crimes qui ont été commis par la rébellion ont été mis sous le boisseau, en donnant l'impression que seul le président Gbagbo, les patriotes et les Ivoiriens qui le soutenaient sont les diables incarnés, sont la source de tous les maux de la Côte d'Ivoire, mais on a l'impression, on a blanchi en quelque sorte la rébellion de ces crimes, et il y en a eu beaucoup, et j'en ai découvert, et je voulais quand même aussi qu'on comprenne pourquoi ces gens qui sont venus s'asseoir à la table de Marcoussis en 2003, après avoir assassiné 2 militaires français et après en avoir blessé beaucoup d'autres, pourquoi la France a accepté non seulement
de les imposer au gouvernement en 2003, mais pourquoi ces gens vont prendre le pouvoir finalement de la façon dont ils ont pris le pouvoir, en donnant l'impression qu'ils étaient des démocrates et qu'ils n'avaient absolument commis aucun crime. Il se trouve que là, ils ont non seulement tué des Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, mais ils ont surtout assassiné les militaires français. Et je pense que ça, c'est un peu embarrassant, parce que si c'était les forces armées ivoiriennes, à l'époque du président Gbagbo, qui avaient commis un crime pareil, je pense que l'ensemble des associations des droits de l'homme en France se seraient mobilisées et on aurait diligenté une enquête internationale, etc., pour traquer les criminels. Là, on a décidé de passer l'éponge et de faire comme si c'était rien passé. Justement, parlant du président Gbagbo, vous affirmiez récemment dans les colonnes d'un confrère, et je vous cite, « J'ai vu la construction de l'acte d'accusation contre le président Laurent Gbagbo au mois de mars 2011, c'est-à-dire avant son arrestation le 11 avril 2011. J'ai compris où l'on voulait en venir et j'avais avisé en temps et en heure les conseils du président Laurent Gbagbo. Je ne sais pas s'ils ont fait leur travail, mais je leur ai communiqué l'acte d'accusation en ma possession alors que le président Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. » Fin de citation. On se pose la question, dites-nous aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'est-ce qui vous fait courir dans l'affaire Laurent Gbagbo? Parce que vous en faites un peu trop. Non, je pense sincèrement, très modestement à ma place, que les Ivoiriens sont très agacés, il me semble. Très agacés d'abord d'avoir été trompés en 2011. Ils ont voté pour un candidat qui n'a pas été accepté. C'est la première chose, et en violation complète de la constitution ivoirienne. C'était ça la première indignation d'abord des Ivoiriens, et puis des Africains. Et puis, il y a eu aussi une deuxième chose, c'est la façon extrêmement brutale avec laquelle on a sorti ce président élu démocratiquement de la présidence. Il n'est pas sorti du fait d'une défaite électorale implacable, indiscutable. Il est sorti dans des conditions totalement ubuesques. Et ça ne s'était jamais vu du temps du général de Gaulle. Et donc, j'ai considéré, je ne pense pas avoir été le seul à avoir été indigné. Beaucoup de responsables politiques français, de gauche comme de droite, et des députés français se sont indignés fortement de la façon dont le président Sarkozy avait décidé d'écarter le président Gbagbo du pouvoir en brutalisant son épouse. On n'avait jamais vu ça dans le continent africain. Donc je pense que en tant que journaliste, enquêteur et puis surtout observateur extérieur, à viser quand même les questions politiques africaines, on ne peut pas rester les bras croisés en disant la communauté internationale a dit ceci, donc évidemment les Africains n'ont plus rien à dire. Donc j'ai voulu quand même apporter ma modeste voix pour dire ça ne doit pas se passer comme ça, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ou bien on défend la démocratie, et donc là tout le monde en Afrique se prépare pour parvenir au pouvoir de façon légale en empruntant la voie électorale, et auquel cas, lorsque vous êtes battu, vous sortez de façon démocratique et de façon honorable. Bon, ou alors, on décide qu'on va utiliser les élections comme auparavant, mais que généralement, les gens vont arriver au pouvoir par des moyens brutaux, en créant une rébellion, en menaçant le gouvernement en place, en menaçant les institutions de l'État, en prenant en otage une partie de la population d'un État souverain, et devant le silence complaisant de la communauté internationale, eh bien, je pense d'ailleurs que personne ne l'accepterait. Est-ce que le président Ouattara, aujourd'hui, au pouvoir, serait ravi qu'une rébellion se crée par n'importe quel Ivoirien, qu'elle soit financée et qu'elle le renverse? C'est une belle question. Est-ce qu'il pourrait l'accepter? Ouais, je pense qu'il n'y a personne qui peut accepter cela, mais pourquoi on veut que le président Gbagbo, ou les gens, les observateurs extérieurs comme nous, pourquoi on veut qu'on accepte cela? Donc il faut qu'on dise que les règles de jeu ne sont plus ceux des élections, ne sont plus ceux de
de la démocratie, eh bien, les règles du jeu, c'est créer une rébellion, accéder au pouvoir. Bon, il y en a quelques-uns qui ont accédé au pouvoir par le moyen des rébellions, mais je crois quand même qu'en 2014, on ne peut plus continuer quand même à demander aux Africains de se comporter comme des gens qui ne sont pas civilisés, après avoir dit régulièrement que peut-être que l'Afrique a échappé à l'histoire, des choses de ce genre. Donc si on considère que les Africains font partie du patrimoine historique international et mondial, et que les Africains ont droit, comme tous les peuples du monde, à désigner leurs représentants à la tête des institutions des États, et donc qu'on accepte que ces gens choisissent leurs dirigeants de façon libre et démocratique. Voilà. Merci, M. Charles Onana. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être vous fâcher. Connaissez-vous M. Saïd Banda? Non, je ne sais pas qui c'est. C'est un Camerounais, un frère à vous, on va le dire entre griffes, un Camerounais qui a réalisé un film documentaire dans lequel il traite le président Laurent Gbagbo d'illusionniste et de prestidigitateur. Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir le film? Non, je n'ai pas vu ce film, il me semble. Enfin, beaucoup de gens m'ont posé des questions sur ce film. D'abord, je ne connais pas cet auteur, je ne sais pas ce qu'il a fait au Cameroun. Il est journaliste, c'est ça? Oui, c'était un journaliste, réalisateur. Ben, je ne sais pas s'il est connu au Cameroun pour avoir fait des travaux remarquables, prestigieux, respectables. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Mais en tout cas, le film qu'il a sorti crée une forte polémique tant au Côte d'Ivoire qu'au Cameroun. Est-ce que vous avez un commentaire particulier sur ce genre d'agissement? Non, je ne peux pas commenter quelque chose que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, mais ce que je peux simplement dire, c'est que moi je ne sais pas quelle est la nature de la polémique, mais je crois savoir que si c'était un document très sérieux, très intéressant, je crois qu'on n'aurait pas eu à avoir une polémique inutile, je pense qu'on aurait eu à avoir un débat de fond beaucoup plus sérieux, donc ce qui ne me semble pas être le cas. Donc je ne le connais pas, ce monsieur, je le répète, je ne sais pas, je ne peux pas commenter véritablement son travail, mais il ne me semble pas, par son passé, parce qu'on dit souvent que les faits parlent parfois plus que les hommes, il ne me semble pas, par le passé, il a fait des travaux extraordinaires. Est-ce que c'est, enfin, et puis traiter le président Gbagbo, si j'en juge... Oui, prestidigitateur, illusionniste. Manipulateur. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent, je ne sais pas quels sont les faits qui permettent d'affirmer ce genre de choses, je ne sais pas, mais enfin, moi je suis enquêteur. Quand on fait un travail d'investigation, on essaye de sortir les dossiers. Et on essaye de sortir des dossiers qui sont susceptibles de contradictions, et de contradictions sérieuses et documentées. Vous savez, ma propre grand-mère peut avoir une opinion sur le 11 septembre, par exemple, ou sur un sujet complexe. Mais ça n'est pas pour cette raison que l'opinion de ma grand-mère sur le 11 septembre est pertinente. Mais par contre, l'opinion de ma grand-mère sur la façon de faire des bons repas à son petit-fils, je crois que ça ne souffre pas de contradiction dans le monde entier. Mais tout le monde qui veut donner un point de vue sur un sujet complexe, etc., ben, tous les points de vue ne se valent pas. Il y a des points de vue qui ne méritent même pas qu'on y accorde de l'intérêt. Merci. On va passer à la CPI, justement, où le président Laurent Gbagbo est détenu depuis près de 3 ans. Et la procureure de cette cour ne démord pas. Elle vient de transmettre aux avocats du président Laurent Gbagbo de nouveaux éléments de preuve contenus sur 1300 pages de papyrus. Et plusieurs juristes qui ont eu le temps de lire et d'analyser tout ça ont estimé que ça ne peut pas tenir la route. Vous, quelle est votre opinion de la justice internationale? Mon opinion est connue et très simple. Je considère, à commencer par le tribunal pénal international qui a été créé par les Nations Unies pour traiter des crimes commis au Rwanda en 1994, n'a jugé, poursuivi exclusivement qu'une seule partie, les Hutus. Il n'y a aucun Tutsi devant ce tribunal. Bon, or, ce qui s'est passé au Rwanda en 1994 est bel et bien une guerre qui a opposé la rébellion Tutsi et les forces gouvernementales Hutus du président Habyarimana. Bon, il se trouve que lorsque j'ai rencontré le procureur Carla Del Ponte en 2005, avant qu'elle ne soit renvoyée de son poste, elle m'avait dit, Monsieur Nana, je ne suis pas venu au tribunal pénal international pour mener une justice ethnique, c'est-à-dire pour poursuivre un groupe ethnique. Je suis venu pour mener des enquêtes sur l'ensemble des crimes, parce que le mandat des Nations Unies était très explicite. Tous les crimes commis du 1er janvier au 31 décembre doivent être examinés.
Bon, le tribunal a refusé d'examiner l'attentat qui a quand même fait la mort, qui a entraîné la mort de 2 chefs d'État. Le tribunal a refusé de poursuivre tous les crimes qui ont été commis par la rébellion de Paul Kagame. C'est exactement la même chose qu'on est en train de faire devant la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale avait dit qu'il pouvait examiner les faits à partir de 2002. Bon, ça avait suscité beaucoup d'espoir chez les Ivoiriens, mais ce qu'on avait omis de souligner, c'est que la même Cour avait fait remarquer que la rébellion était écartée des poursuites qui pouvaient être faites pendant cette période. Alors, donc, je considère tout simplement que M. Ocampo a organisé un coup d'État judiciaire contre le président Gbagbo, en appui au coup d'État militaire qui avait été fait par M. Sarkozy. Et donc, une fois que ce coup d'État judiciaire a été fait, c'est-à-dire qu'on a arrêté, kidnappé le président Gbagbo et l'incarcéré au sein de la Cour pénale internationale sans éléments de preuve. Bon, il me semble quand même 2 choses qui sont importantes à souligner. Premièrement, après l'arrestation du président Gbagbo, l'ensemble des médias du monde entier ont dit que le dossier du président Gbagbo était accablant. Tout le monde l'entend. Oui, bien sûr, tout le monde. On a répété qu'il y avait beaucoup de preuves qui accablaient le président Gbagbo. Ce sont les juges même de la Cour pénale internationale qui jugent, qui considèrent que les éléments du dossier sont faibles et insuffisants. La deuxième chose, c'est qu'il me semble qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de défections. Il y a eu des gens qui ont quitté le camp Gbagbo pour aller du côté de la rébellion ou qui ont rejoint le président Ouattara. Et sachant les conditions dans lesquelles le président Gbagbo a quitté le pouvoir, c'est-à-dire que les rebelles sont rentrés au palais présidentiel, donc on n'a pas eu le temps de brûler des documents, de cacher des documents, de dissimuler des preuves. Donc toutes les preuves qui sont susceptibles et d'ailleurs c'est pour cette raison que moi à l'époque je ne parlais pas très fort sur cet aspect des choses, parce que je me disais, ils sont rentrés à la présidence, ils ont cassé les coffres-forts, ils ont trouvé énormément de dossiers compromettant le président Gbagbo. Donc ils vont être versés devant la Cour pénale internationale. Où sont passés les dossiers? Où sont les preuves dont on nous a rebattu les oreilles en disant que vous allez voir ce que vous allez voir, les preuves sont accablantes? Comment, après plus d'une année d'instruction, d'enquête menée à la fois par Ocampo et consolidée par Mme Bensouda, on arrive à la conclusion étrange que les éléments sont faibles et les éléments ne sont pas suffisamment solides? Donc, elle avait demandé un report pour essayer de constituer le dossier. Donc, si les juristes qui ont analysé ces dossiers traitent qu'il n'y a rien de consistant, bon, attendons de voir quel sera le résultat, mais ce que je constate dans ce dossier, c'est qu'on va essayer de gagner du temps, autant que faire se peut, pour maintenir le président Laurent Gbagbo en prison. Hors du pays, par exemple. Hors du pays, en évitant que sa sortie puisse venir gêner le bourbier ivoirien, parce qu'il est évident que si le président Gbagbo venait à être libéré aujourd'hui, c'est que souhaitent beaucoup d'Ivoiriens et que souhaitent beaucoup de démocrates, eh bien, les gens sont inquiets en Côte d'Ivoire de gagner des élections, parce que je ne crois même pas qu'il aura besoin de faire des élections s'il voulait se présenter à nouveau aux élections. Je ne crois pas que ce soit, je ne sais pas si c'est son intention, enfin, de tous les, il faut d'abord que le dossier judiciaire soit réglé, mais ils sont tellement angoissés, ceux qui ont dit avoir gagné les élections en 2011 sont tellement angoissés par la probable sortie du président Gbagbo que tout le monde va chercher à multiplier les retards dans le jugement, dans le procès de ce président. Ça me paraît d'une telle évidence que, pour l'instant d'ailleurs, on le laissant un peu discret, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui fanfaronnaient en disant que, bon, il y a suffisamment d'éléments contre le président Gbagbo sont de plus en plus silencieux et de plus en plus discrets. Est-ce le signe d'un désaveu? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que la Cour pénale internationale offre un spectacle pitoyable. Merci. Nous arrivons à la fin de cet entretien, mais avant de vous laisser partir, M. Charles Onana, je voudrais quand même que vous reparliez de votre nouveau livre, parce que tous les téléspectateurs qui nous suivent ont bien envie de se le procurer. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils devraient savoir de nouveau? Il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a d'abord, le livre s'ouvre par 3 rapports confidentiels de l'ambassadeur Renaud Vignal, qui était connu par les Ivoiriens comme un anti-Gbagbo notoire. Mais
Hélas, les documents confidentiels que je publie de M. Renaud Vignal, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire pendant la période extrêmement difficile, est beaucoup plus nuancé dans ses rapports que ce que disaient les responsables politiques français et que disaient les médias. Il y a autre chose, c'est que le bombardement du camp militaire de Bouaké, qui est en quelque sorte l'ossature du livre, tout le monde avait su ou entendu en France que le président Gbagbo avait été l'auteur J'arrive à la conclusion dans ce travail, avec quand même beaucoup de documents, que j'ai obtenus, les documents classés confidentiels défense, que j'ai pu obtenir du côté de l'armée française et un certain nombre d'officiers français qui ont témoigné. On comprend que le président Gbagbo n'est pas responsable de l'accusation qui a été portée contre lui. Et il y a énormément d'éléments, d'autres éléments, qui sont produits à l'appui de la démonstration de cette affaire. Et surtout, il est confirmé aujourd'hui que les événements de 2004 ont été un prétexte pour renverser le président Gbagbo. Donc, je pense que ce livre est un très bon complément au coup d'État parce qu'il permet d'abord de comprendre comment les relations entre la France ont dégénéré en 2003 et pourquoi, quelle était effectivement l'intention des dirigeants français quand ils ont fait semblant de ne pas de tolérer l'opération Dignité, alors qu'en fait, ils étaient opposés à l'opération Dignité. Le président Gbagbo lui-même fait un certain nombre de révélations dans ce livre qui vont permettre aux Ivoiriens de mieux comprendre ce qui s'est passé et qui permettront également de savoir que si les rebelles se sont assis sur la table des négociations à Marcoussis en 2003, ce n'était pas le fait du hasard, c'était simplement parce qu'ils avaient un soutien total et définitif du président Jacques Chirac et d'un certain nombre de ses ministres influents. Charles Onana, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la fin de cet entretien. Téléspectateurs de 20 minutes TV, merci aussi pour votre fidélité. Nous recevions pour vous Charles Onana, journaliste d'investigation, écrivain, auteur de plusieurs ouvrages. Et merci pour votre fidélité. On se retrouve pour un prochain numéro. Je vous dis bye.